suspense et on n'aura pas entendu ce que Giroud voulait dire. On lui a coupé le micro. Pourtant, c'est difficile de lui couper le micro à Giroud, mais vous le retrouverez demain, bien entendu. C'est cruel pour les Portugais, mais bon, que voulez-vous? Voilà, c'est le jeu du tir au but. Il fallait un gagnant et un perdant. C'est quand même difficile, je trouve, quand c'est comme ça. Moi qui n'y connais rien, mais je trouve que quand il y en a un qui soit départagé de cette façon-là, c'est pas très juste finalement. Allez, quand même, bravo pour les vainqueurs malgré tout. Allez, c'est à nous maintenant. Bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez parler de vous en toute liberté et en toute sincérité, exprimer vos doutes, vos interrogations, vos aspirations. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez chaleureusement accueillis par Valentin et Hélène. Et si vous vous sentez proche d'un auditeur, si vous souhaitez lui exprimer votre soutien, lui apporter votre réconfort, partager votre expérience avec lui, vous pouvez à tout moment nous rejoindre à l'antenne puisque nous sommes en direct jusqu'à 1h en appelant le standard d'Europe 1, 39 21. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Philippe Chartier qui est aux commandes de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et tout de suite, on commence avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je respire un bon coup. Allez-y. Pourquoi vous êtes c'est l'émotion du match là? C'est-à-dire que ça fait pas alors du tout parce que je suis pas du tout un fan de sport, moi pas du tout. Ah bon, d'accord. Ah non, bon. Je suis comme vous. D'accord. Et donc voilà, ça fait pratiquement un an que j'avais envie de vous appeler. Oui. Et puis là j'ai dit de toute façon ce soir je suis bien, donc je me suis dit bon c'est bon, je vais appeler. Donc voilà, ça fait 58 ans. Mm-hmm. Et depuis un an, j'ai rencontré un garçon qui est merveilleux, qui a 19 ans. Donc je vais peut-être faire bondir les auditeurs. Et c'est un amour impossible, quoi. Parce que voilà, moi j'ai 58 ans. C'est un peu l'histoire de la Belle et la Bête, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et lui, pour moi, je suis sa récréation. C'est-à-dire qu'il vient comme ça, pour lui, c'est une récréation, voilà. Enfin, je parle avec ses mots, Et moi, c'est ce qu'il vous dit? C'est ce qu'il me dit. Il me dit, ça va me faire ma récréation. Et là, il préparait le bac. Il me dit, quand je viens, c'est ma récréation quand je viens chez toi. Parce que moi, je le coucoune. Il arrive, moi, c'est comme... c'est plutôt flatteur d'être une récréation à votre âge pour un jeune homme de 19 ans. Parce qu'il y a d'autres façons à cet âge-là de se divertir, j'ai envie de dire. Oui. Mais oui. Oui, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça fait bondir. C'est quand j'en parle au travail, parce que je m'en cache pas. Enfin, vous feriez mieux de pas trop en parler. C'est vrai. Alors c'est vrai que pour certains, c'est. Enfin, parce que c'est vrai que c'est votre vie privée, voyez. Voyez. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a des personnes que ça fait bondir, donc. Finalement, c'est aussi une façon de se protéger, de pas parler trop de soi et de ce qui relève de votre vie à vous. C'est vrai, mais bon. Parce que ça peut heurter effectivement cette trop grande différence d'âge. C'est vrai, parce que c'est vrai que pour les gens, on passe pour un pervers. Pas pour tout le monde, par contre. Bon, attendez, c'est pas vous ne le forcez pas. Ah non, du tout. C'est pas un enfant. Du tout. Il est majeur, il est 19 ans. Voilà, donc c'est pas un enfant. Du tout. On n'est pas dans la pédophilie là. Ah non, du tout. Mais quand même, si vous voulez, ça peut heurter les gens. C'est vrai. Mais bon. J'en ai pas parlé à tout le monde au travail, à 3 ou 4 personnes, quoi. Ça a heurté une seule dame, parce qu'il y a une fille qui a 20 ans, et elle me dit, ça serait moi, je serais dingue, voilà. Donc, voilà. Enfin bon, ça change, voilà. Et mais là, je suis bien, je suis content de vous appeler ça, parce que ce soir, je suis bien, parce que d'habitude, je suis carrément mal, je vais pas donner de nom de médicaments, quoi. Je suis obligé de prendre des médicaments pour éviter mes angoisses,
puis ma vie a complètement changé. Quoi. Depuis un an, je m'intéresse plus du tout à rien, Oui. plus qu'à lui. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis Ah oui. repos, je passe par exemple 12 heures sur Internet par Oui. jour, minimum, pour voir s'il est là, pour le guetter, vous voyez. Même là, en vous parlant, mon ordinateur est allumé et je le vois. Enfin, je vois sa fiche, vous voyez. C'est devenu Oui, une obsession. une obsession. Une obsession. J'y pense jour et nuit. Là, j'ai travaillé ce week-end et je savais qu'il était libre et j'y ai pensé, mais pratiquement les trois quarts de mes 24 heures. C'est devenu, voilà. Donc, j'ai vu déjà, parce que c'est vrai que je craque souvent par rapport à ça, j'ai vu un psychologue. Et là, justement, je voulais votre avis. Donc là, j'ai repris un autre rendez-vous avec une psychologue Oui. qui pratique de l'hypnose. Oui. Donc, la séance doit avoir lieu dans les jours qui suivent. Donc, j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'avoir des témoignages. Pourquoi qu'attendez-vous par rapport à l'hypnose? C'est-à-dire que... Parce que l'hypnose, ça marche par rapport justement par rapport à des addictions, des choses comme ça. Quoi, vous voulez vous défaire de l'obsession? C'est-à-dire que, parce que, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, ce prince charmant, parce que pour moi c'est le prince charmant. Il y a pas, de ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Enfin, voilà, je le dis. Et il y a 3 semaines, il a rencontré quelqu'un. Il m'a dit, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Et moi, j'ai pété les plombs pendant 3 jours. C'était l'horreur. J'étais complètement dingue, quoi. Et la psychologue m'a dit, mais écoutez, c'est vrai, c'est ni mon petit ami, ni mon petit copain. C'est vrai que c'est vrai que je dirais une récréation à chaque fois parce que c'est ces mots. Donc voilà, je dis ça. Et je me dis que le jour où il va rencontrer vraiment quelqu'un, eh ben là, mais pourquoi vous attachez-vous à quelqu'un qui finalement, en quelque sorte, vous tient un peu la dragée haute, vous rejette un peu. Enfin, en tout cas, lui ne s'investit pas, mais il est plus. Il y a une forme de. Vous voyez, vous vous attachez à quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas possible, et vous l'avez dit, c'est une histoire d'amour impossible. Donc il y a une partie de vous qui est lucide, et en même temps l'autre qui continue à rêver. Et à rêver au conte de fées, vous dites c'est un prince charmant. Non, il n'est pas si charmant que ça pour vous. Ben oui, mais... Qu'est-ce que vous projetez sur lui, celui que vous revoyez, vous, jeune homme? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce garçon? En fait, c'est le fils que vous auriez aimé avoir? Je pense qu'il y a ça aussi. C'est une relation, parce que moi, ce que j'aime, c'est le coucouner, vous voyez. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites. Il arrive, vous le coucounez. Mais comme voilà. Vous jouez quoi? Au père, au grand-père? Pardonnez-moi, mais c'est... Je comprends. Et la psychologue m'avait dit, il faut parler avec lui. Elle m'a dit, parce que là, on doit se revoir, et pour des travaux, des petites choses comme ça. Et elle oui, m'a dit, parce que vous pourriez avoir une relation de ce type-là, à ce moment-là. Bien sûr. Qui vous ferait, ou de l'ordre d'une transmission, de peut-être, vous n'avez pas d'enfant. Non. Voilà. Donc, à ce moment-là, peut-être il y a quelque chose qui n'est pas comblé de ce point de vue-là, quelque chose qui vous a manqué. Tout à fait, c'est ça. Et ce jeune homme, il y a quelque chose aussi où vous aimez, il y a, comme vous dites, le chouchouter, le combler, le bon. Voilà. Il n'en profite pas, c'est quelqu'un de charmant, parce que ça, dans le milieu gay, il y a toujours des gens qui profitent. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui est charmant, qui a que des qualités. Et en fait, après, il y a une confusion des genres, sinon, de vos sentiments même. Vos sentiments sont un peu confus, peut-être. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai... c'est un petit peu comme ça, peut-être un peu mélangé, je sais pas. Ce qui m'a fait, vibrer, qui m'a fait, c'est que il a 19 ans et il me prend dans ses bras, et ça, m'est jamais arrivé de ma vie, quoi. Et c'est un truc je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer comme ça. Je me dis, jamais plus je rencontrerai quelqu'un comme ça qui me fait rêver. Bon, c'est vrai que... Donc il est tendre. Il est tendre, voilà. Et c'est ça qui m'a fait plonger. Il est tendre, voilà, tout à fait. Vous n'aviez pas rencontré auparavant de tendresse dans votre vie? Non, tout à fait. De la part, et je pense que c'est ça qui m'a... Oui, ça je comprends. Voilà. Et il y avait ce manque. Donc finalement, c'est pas tant vous enfin, vous êtes tendre avec lui, mais parce que c'est lui qui, le premier, a été tendre avec vous. Vous a manifesté de la tendresse qui vous manquait tellement. Tout à fait.
Enfant, vous n'avez pas eu Du tout. de tendresse. Du tout, on habitait à la campagne, il n'y avait pas du tout ça, j'avais jamais eu de non. Oui, mais même Et- à la campagne, je veux dire, il y a des gens excusez-moi, qui peuvent être pardon. tendres. Non, Oui, vous n'avez pardon. pas à vous excuser, mais ça dépend. Il y a des citadins qui peuvent être très durs dans l'éducation de leurs enfants, et puis il y a des gens à la campagne qui Tout à fait. peuvent être Voilà. qui peuvent Alors, nous, on être s'embrassait tendres pas et du aimants. style, on s'embrassait jamais, il y avait voilà, mais D'accord. voilà. Et puis moi, je suis pas du tout famille, voilà. Oui. Et, et c'est vrai que la psychologue m'a un petit peu ouvert les yeux en me disant, c'est une relation un peu père-fils. Oui, mais qui est le père, qui est le fils, finalement, pas celui qu'on croit. C'est vrai. Je sais pas parce que Enfin, je suis content de vous en parler ce soir parce que c'est le premier soir où je suis bien parce que il va venir demain matin. Donc pour moi je sais même pas si je vais arriver à dormir cette nuit d'ailleurs. Et mais c'est dangereux parce que il vient et après moi je suis malheureux pendant. Je sais déjà que la fin de semaine je le verrai pas et je vais être malheureux comme les pierres quoi. Mais je le sais, mais je sais pas comment me sortir de cette histoire. C'est un truc de fou. C'est voilà. mais oui, mais parce que, vous voyez, comme le dit Ninon qui envoie un message, qui dit une obsession, c'est toujours là pour combler un vide. Oui. Et finalement, c'est important, comme vous l'avez fait en consultant, ça montre, et vous avez raison de le faire, de vous interroger, dit-elle, sur ce vide, pour pouvoir le remplir. Et à ce moment-là, vous n'aurez peut-être plus besoin d'hypnose. C'est-à-dire parce que, alors après, ça ne veut pas dire, c'est une autre méthode, puisque dans l'hypnose, vous êtes dans un état de semi-conscience, donc c'est pas vous qui allez chercher, c'est-à-dire que ça fait ressurgir des souvenirs enfouis, donc il y a des choses qui vont remonter à la surface, Oui. Et que vous pourrez travailler avec le thérapeute. D'accord. On peut parler quand même. C'est vrai qu'en thérapie où vous n'êtes pas hypnotisé, c'est vous qui parlez, comme vous le faites là avec moi, et vous travaillez sur le vide, sur votre enfant, sur ce manque de tendresse, et finalement sur ce que ce jeune homme est venu réveiller, et du coup vous cristallisez sur lui tout ce manque. Il devient finalement comme si, vous voyez, vous vous dites, c'est le jour où il rencontrera quelqu'un, c'est comme si votre vie n'avait plus de sens. Ce qu'il y a, c'est que là, ça me fait peur. Mais je le dis haut et fort, ça me fait très très peur. Parce oui, mais jusque-là, vous vous étiez malgré tout construit sans lui. C'est bien. Mais vous avez l'impression là que tout s'effondrerait s'il n'était plus là. Bon, d'abord, vous n'en êtes pas là. Et puis, entre-temps, le fait de l'avoir rencontré, ça vous amène à travailler sur ce manque que vous aviez en vous. D'accord. Et le fait de travailler sur le manque que vous aviez en vous, sur ce vide en fait, vous allez pouvoir petit à petit le combler et finalement être plus fort, plus solide, parce que vous n'êtes plus quand même tout à fait ce petit garçon qui était en manque cruel de tendresse. Mais dans ma tête, j'ai 15 ans encore, je le dis. Oui, mais 15 ans, c'est pas 5. D'accord. Déjà, vous voyez, il y a déjà une évolution. Donc, comme on peut être amoureux à 15 ans, mais pas comme on peut se sentir parfois abandonné à 5 ans. À 5 ans, c'est difficile d'être sans ses parents. D'accord. Donc, vous pouvez certainement beaucoup plus faire face que vous ne le pensez. Mais c'est là, si vous voulez, ce garçon vous fait toucher du doigt à quel point c'est bon, à quel point c'est doux d'être comme ça. Oui, d'avoir quelqu'un qui est attentionné, qui est délicat. Mais ça veut dire aussi que jusqu'à présent, c'est peut-être pas un hasard si dans votre vie vous alliez vers des compagnons qui n'étaient pas tendres et prévenants. C'est-à-dire que j'ai pas, comment vous expliquer, moi j'ai toujours aimé la solitude, j'ai jamais pensé qu'un jour j'allais sombrer comme ça dans cet état, parce que je vous dis, c'est le premier soir où je suis bien, parce que d'habitude je suis au boulot, je travaille du jour ou de nuit, moi je craque, je me cache dans un coin parce que je craque, parce que j'en peux plus, je prends des antidépresseurs, pour couper les angoisses, oui. Et je m'excuse parce que je suis un petit peu perturbé malgré tout. Parce que je ne pense plus qu'à lui. Et il y a aussi, la psychologue m'a dit,
qui avait aussi la peur de vieillir. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me fait très peur depuis un an à peu près. Un an, voilà, depuis quelque temps. C'est vrai que ça me fait très très peur. Et elle me dit qu'il faut aussi travailler là-dessus. Alors je me dis, ça fait beaucoup de choses à travailler quand même. Oui, mais justement, cette rencontre avec ce jeune homme, en cela est très riche et va vous ouvrir, et beaucoup de voies qui vont vous permettre d'avancer, de faire des bonds en avant considérables, parce que ce garçon, c'est aussi la jeunesse, et c'est en ça que c'est si agréable, c'est-à-dire que vous avez outre la tendresse qu'il vous apporte, et donc ça va au-delà quand même d'une récréation, parce que finalement on aurait pu penser à travers ça que bon, il y avait une forme de désinvolture, un côté assez léger, mais il se trouve que dans sa personnalité, c'est quelqu'un de tendre. Oui, c'est vrai. Donc c'est bon de pas si désinvolte que ne le prétendent ses propos. Et puis il y a ce côté très flatteur quand même, très très agréable et très c'est au-delà de flatteur aussi, c'est très gai. Enfin ça fait du bien d'être entouré aussi de jeunesse. Oui, c'est vrai. C'est très bon. J'aimerais vous expliquer quelque chose aussi. Oui. Il a, parce qu'il comme il cherchait du travail, donc c'est les vacances. Moi, je l'ai embauché. C'est vrai que, comme j'ai dit, la psychologue m'a dit, vous l'embauchez pour le mettre dans un piège. C'est vrai que je l'ai embauché parce que ça le permettait de travailler un petit peu. Et avec lui, j'étais comme. C'est drôle. J'étais pas sur lui, mais j'étais. Il est tellement gentil. J'étais comme. Comment vous expliquer? Ben oui, un peu comme un père et un fils, en fait, c'est vrai. C'était très... parce que j'appréhendais bon, c'est vrai qu'on a des moments tendres, mais là, c'était un après-midi de travail, et c'était merveilleux, quoi. J'ai appelé une copine, je lui ai dit, écoute, j'avais l'impression d'être en couple avec lui. C'était dément, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, enfin, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Ben, c'est tout ce que vous auriez aimé certainement avoir, vous aussi, tout ce qui vous a manqué. Oui. Et par contre, la psychologue m'avait dit, il faut parler avec lui. Et j'arrive pas à lui... Quand elle vous disait parler avec lui, qu'est-ce qu'elle entendait? Parler... Parce que quand j'avais expliqué que j'allais l'embaucher pour faire des travaux, quelques jours, hein, pas longtemps, 3-4 jours, et elle m'a dit, il faut parler avec lui parce que je vous le déconseille, parce qu'après, ça va être la chute et je vais vous ramasser la petite cuillère. Et c'est vrai qu'à chaque... Là, je l'appelle... La chute, c'est-à-dire à un moment, quand ce garçon va s'éloigner. Voilà. Donc elle voulait que vous lui parliez de oui, quoi? lui parler avant de faire les travaux, lui dire bah voilà, oui, mais moi le problème c'est que j'ai des sentiments assez forts pour toi et tout ça. Et je me suis dit... Mais il le sait, ce garçon. Mais je lui dis pas, mais il le sent, oui, bien sûr. Parce que si je lui dis carrément, ça va le faire fuir. Il va dire ça y est, il va prendre ses jambes à son cou. Je sais pas comment lui. Et j'arrive pas à lui parler. Parce que je lui dis, je suis infernal avec toi. Alors il sourit quand je lui dis, je suis infernal avec toi. C'est. Oui. J'ai un peu de mal à m'expliquer comme ça. Je sais pas comment les auditeurs ressentent le truc, mais moi ça me. Moi il me dirait, vous voyez, sincèrement, il me dirait demain. Emmène-moi à New York, j'emmènerai à New York. Il me dirait, coupe-toi un bras pour je sais pas qui, je le ferai, vous voyez. Oui, vous avez peur finalement en lui dévoilant ce que vous ressentez pour lui, que ça le fasse fuir et que ça mette un terme à votre relation. Je pense qu'effectivement, ça pourrait certainement créer un malaise chez lui. Je pense. Ça, je vous rejoins, et c'est peut-être d'ailleurs aussi, d'une certaine façon, ce que dit la psychologue. Enfin, c'est pas créer un malaise, mais au fond, vous confrontez à la réalité, c'est-à-dire sortir de peut-être ce rêve. Où que par moment vous avez envie de prolonger, de quelque chose peut-être de possible, même si vous avez dit tout de suite en disant c'est un amour impossible, puisqu'il n'est pas partagé. Bon, mais si vous voulez, peut-être que il vous pose jamais de questions sur votre vie, évidemment, du fait de votre différence d'âge.
Non. Ça ne me dérange pas parce que des fois je dis mais comment tu arrives à me supporter? Il me dit ça va, il y a pire, ça peut, ça le fait. Non mais c'est drôle. Oui. Et hier je lui ai posé une question, je lui ai dit mais parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il me prenne dans ses bras, enfin, allongé comme ça, pour moi c'est. Oui, mais parce que pour lui, vous pouvez représenter une sorte de père, voire même, pardonnez-moi, mais enfin, je crois qu'il faut être pour un jeune homme de 19 ans un peu de grand-père, enfin, une image rassurante, voyez, réconfortante. Il peut pas imaginer ce que vous éprouvez pour lui. Vous pouvez dire que vous avez beaucoup d'affection pour lui. Et d'ailleurs, vous en parlez vous-même, c'est comme un père et un fils. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, vos sentiments, il y a une forme c'est aussi de cet ordre-là. Il y a un peu un sentiment filial pour ce garçon. Ce qui vous parlez plus de tendresse, vous ne parlez pas de désir. Vous me parlez de tendresse. Moi, c'est à côté de lui. Et moi, mon rêve, c'est vrai, peut-être que je vais choquer les auditeurs. Moi, mon rêve, c'est de passer une nuit avec lui. Ça serait. Mais c'est pas du tout, c'est d'être avec lui. Oui, voilà, mais c'est ça, mais c'est de l'ordre de la tendresse. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout à je fait. pense, enfin, moi, je pense que je pense qu'il faut que vous en parliez, mais que vous en parliez, vous, avec la psychologue, que vous en parliez de votre côté, mais pas avec ce jeune homme que vous pourriez encombrer. Avec ce que vous ressentez, qui est lié à vous, à votre histoire, et que lui, il n'a pas à être dépositaire de tout ça. Il est très jeune, il vous apprécie, vous avez une qualité de relation, mais voyez vos peurs de l'abandon, votre peur, ce manque affectif, il a pas, à mon avis, moi je partage pas tout à fait cet avis-là. Lui dire quoi? Lui dire que, voyez, que vous avez peur qu'il s'en aille, que, ça, comme dit Osiris, ça aurait un côté un peu excessif, qui comprendrait pas et qui pourrait le mettre mal à l'aise. Je crois qu'il faut que vous en parliez et que c'est en parlant de ces obsessions qu'on s'en libère. Voyez, vous avez besoin de parler de ça. Par contre, hier, il m'a dit que... Je m'excuse, je vous ai coupé. Et hier, j'ai demandé, mais comme il était tendre, j'ai dit, mais tu es toujours comme ça avec tout le monde? Il m'a dit, non, pas avec tout le monde. Il m'a dit. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait un plaisir immense. Oui, mais parce que je crois qu'il a aussi beaucoup d'affection pour vous. Il se sent bien avec vous. D'accord. Vous pouvez lui dire que vous avez beaucoup d'affection pour lui, mais ne pas aller trop loin. Voilà, justement. Voilà. Pas le mettre... Après, je crains que ça le mette dans une situation de malaise. D'accord, ça j'avais bien pense, pensé. Hein. Oui. Et puis il y a plein de choses que je voulais vous dire, comme ça, mais ça me fait tellement du bien de vous parler il y a plein de choses que j'oublie. Mais vous voyez, mais par contre mon défi, ça serait, comment vous expliquer? Là, après il y aura la rentrée. C'est vrai que là il va y avoir juillet et août. Je vais être infernal, c'est vrai, parce qu'il va être dans le même village que je suis. Et après il va partir. Et moi ce que je voudrais, c'est de garder un ami, quoi. Et c'est vrai que... Mais c'est déjà... Vous verrez, entre-temps, vous aurez pu parler de votre histoire, de vos manques d'enfants, de votre peur de vieillir. Donc vous allez avancer, vous allez voir. D'accord. Vous allez faire du chemin en attendant. Cette rencontre vous permet d'en faire. Il y a des rencontres comme ça aussi qui comptent et qui nous permettent vraiment d'avancer. Donc faites-vous confiance aussi, Pierre. Vraiment. Bon courage à vous. Merci d'avoir appelé. C'est très gentil à vous. Je vous en prie, vous pourrez me donner de vos nouvelles. Ah ben j'espère bien, c'est très très gentil à vous parce que je vous écoute très très souvent. Merci Pierre, au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Oui, voilà, je suis Jacqueline, j'ai 65 ans. Oui. Et j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. J'ai pas trouvé vraiment l'homme de ma vie par le fait. J'avais 17 ans quand j'ai rencontré un garçon, il y a... ça fait presque 60 ans maintenant. Oui. Pas tout à fait 60 ans, mais enfin bon. Et on s'est perdu de vue. Nous étions à Paris à l'époque. Et il est rentré chez lui. Nos deux routes se sont séparées par le fait.
Et moi, je suis restée sur Paris et lui est reparti chez lui. Et nous sommes perdus de vue. Donc, il s'est marié de son côté. Moi, je me suis mariée de mon côté. Mais j'ai eu un mariage déplorable. Ah bon? Et... Parce que vous pensiez toujours à lui? Attendez, oui, bien sûr. C'est-à-dire que bon... Et pourquoi vous êtes séparés tous les deux? J'ai toujours pensé à lui. Hein. Pourquoi vous vous êtes séparés tous les deux? Comment? Pourquoi vous vous êtes séparés tous les deux? Je ne sais pas, nous étions très, très jeunes, hein. Nous avons 17 ans à l'époque. Il avait 18, puis j'avais 17 ans. Oui, alors, oui mais ça explique pas. Ça. Par le travail. D'accord. Ouais. J'avais un travail sur Paris, moi je travaillais chez un couturier parisien. Oui. Et lui, il est reparti chez lui parce qu'en plus, après, il a fait son service militaire. Et puis, bon, de son côté, il s'est marié. Et moi, après, me suis mariée de mon côté. Mais j'ai pas été heureuse dans ma vie. Hein. J'ai eu vraiment une vie chaotique, sans attrait, sans rien du tout, quoi. Mais j'ai toujours pensé à lui. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais appris qu'il était veuf. Et de quelle façon vous l'avez appris? Par des amis. D'accord. Et moi, j'ai perdu mon mari aussi il y a quelques années, et on a essayé de nous rapprocher. Ses amis communs? Voilà. Oui. Et on s'est rapprochés, on s'est revus, il est même venu me voir, et l'amour qui s'était arrêté à l'âge de 17 ans. Caroline, vous n'allez pas me croire, mais cet amour-là, il est revenu à la surface. Ah, c'est merveilleux. Oui. J'aime cet homme. Tout de suite, ou il a fallu un peu de temps pour que ça renaisse entre vous? Alors lui, il a beaucoup de mal, disons, à refaire quelque chose parce que bon, il a perdu sa femme il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais bon, il a beaucoup de sentiments pour moi, ça je le sens. Oui. Et moi, c'est un amour fou, quoi. Je n'ai pas ressenti ça au cours de la vie passée. C'est formidable, ça. C'est une jolie histoire. Écoutez, on va continuer à en parler après le journal. Restez avec nous, hein, surtout, Jacqueline. À tout de suite. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou également en nous écrivant sur le site europe1.fr. Alors nous sommes en compagnie de Jacqueline donc Jacqueline, vous avez eu un amour de jeunesse lorsque vous aviez 17 ans, lui avait 18 ans, puis vos chemins se sont séparés, vous vous êtes mariés l'un et l'autre, chacun de votre côté, puis vous vous êtes retrouvés veufs, des amis communs ont fait en sorte que vous vous rencontriez à nouveau, et là, juste avant le journal, vous étiez en train de nous dire que l'amour est rené entre vous. Tout à fait. C'est revenu comme si on s'était quitté la veille, quoi. Comme quand vous étiez adolescent. Voilà, exactement. Ouais. Et bon, je me demande, lui, je lui pose des questions souvent et il me répond, tu comprends pas, pour maintenant, il faut attendre encore un petit moment parce que moi, il n'y a pas très longtemps que ça m'est arrivé. Ça fait combien de temps qu'il est veuf? Ça fait, pardon? Ça fait 2 ans. 2 ans, oui. À peine 2 ans. D'accord. Et moi, ça fait plus longtemps que ça, moi. Ça fait 18 ans. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Alors,
bien sûr, je pense que moi, je vais peut-être un petit peu trop vite pour lui. Hein? C'est-à-dire, dans quel sens? Vous vous projetez beaucoup dans l'avenir avec lui? Vous êtes trop... Moi, je voudrais bien refaire quelque chose avec lui. Hein? C'est-à-dire vivre avec lui Vivre, oui, oui, à la rigueur, oui. Vivre une autre histoire, quoi. Parce que bon, c'est vrai que je l'aime énormément. Hein. Oui. J'ai beaucoup de sentiments pour lui, j'ai beaucoup d'affection, Mais lui aussi? Oui, mais lui aussi, oui. Mais c'est plutôt certainement pour peut-être son deuil est encore récent et peut-être qu'il veut ménager, je sais pas, il a des enfants, son entourage, enfin, non? Non. Mais peut-être par rapport à lui, simplement? Oui, je pense que c'est pour ça, par rapport à lui, oui. Vous voyez, la disparition est encore... c'est très récent, hein, tout ça. Oui. Mais bon, moi, je crois que je vais un peu trop vite, là. Mais trop vite par rapport à... Vous lui demandez des choses qu'il vous refuse? Oui, tout à fait. Mais quoi? Eh bien, de faire quelque chose tout de suite, d'aller chez lui tout de suite, de vivre ensemble par le fait. Quoi. Mais vous ne pouvez aller chez lui, vous pouvez aller chez lui, non? Non? Je ne suis pas encore allée chez lui. Ah oui. Voilà. Il ne vous invite pas chez lui? Non. Vous lui avez demandé pourquoi? Qu'est-ce qui le gênait? Oui, parce que bon, c'est trop tôt pour lui. Et vous lui avez dit qu'est-ce qui fera qu'à un moment ça sera... Vous lui avez demandé qu'est-ce qui fera qu'à un moment ça sera possible? Il m'a dit qu'il fallait attendre encore un peu. Oui, mais vous lui avez dit finalement attendre quoi? Attendre que, bon, qu'il passe encore un petit peu de temps, quoi, pour son veuvage. Oui. Alors, je voudrais savoir si tout ça, c'est bien pour moi, quoi. Bah, visiblement, le problème, c'est que ça vous fait souffrir un peu, quoi. Voilà. Bah, c'est-à-dire que je sais pas. Oui, alors après, bon, le temps du deuil, il est différent d'une personne à une autre, mais bon, en même temps, il est quand même prêt à vivre une histoire avec vous, puisque vous avez une relation amoureuse actuellement. Oui. Bon, mais il fait les choses, il se met des barrières sur certains points. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait la maison, c'est comme si c'était un sanctuaire. Un peu. Alors certainement parce que c'est la maison où ils ont vécu, où son épouse a vécu, où donc elle est chargée de souvenirs, et donc je sais pas, il considère peut-être que ça serait un sacrilège d'y amener une autre femme, en l'occurrence vous. Mais le problème, à quel moment ça ne va plus être un sacrilège d'y amener une autre femme? Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment il va bien falloir qu'il fasse ce pas-là. Ben voilà. Et ça c'est le temps du deuil, mais jusqu'à quand? Alors, c'est là où c'est des arrangements avec soi-même, parce que il est prêt à avoir une autre relation, oui, mais chez vous, c'est-à-dire et dans des lieux qui sont neutres entre guillemets. Oui. Mais là, le domicile, la maison doit rester inviolée. Voilà. C'est-à-dire que là, sinon, peut-être, on peut supposer qu'il aurait l'impression de trahison. Oui, c'est tout à fait l'impression que j'ai. Mais peut-être qu'il faudrait quand même essayer d'en parler avec lui, de mettre des mots là-dessus, parce que dire que pour vous, même si vous comprenez que évidemment son deuil est encore récent, il y a des moments où vous posez des questions un petit peu sur l'avenir de votre relation. Alors vous vous êtes rencontrés quand? Pour la première fois depuis les... Oui, depuis vos retrouvailles. Au mois de novembre 2011. D'accord. Oui, c'est assez récent en même temps. Oui, en plus, oui.
Mais moi, je comprends tout ça. Je comprends que son comportement. Mais disons que... Non, mais c'est plutôt par rapport à son... Si vous voulez, je crois qu'il faudrait peut-être l'aider à mettre des mots un peu sur ce qu'il vit. Parce que, vous venez de vous rencontrer, c'est encore de vous retrouver, c'est encore récent. Mais si vous voulez, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça va changer ? Qu'est-ce qui fait que lui pourrait, faire que, peut-être qu'au moins il vous invite, peut-être même pas dans un premier temps pour passer la nuit si c'est compliqué chez lui, mais au moins pour y aller progressivement. Il vous invite, vous prenez un verre, Mais ça on le fait, mais chez moi. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais pas chez lui. Pas pour tout de suite, pas pour maintenant. Oui, mais ça reste vague, pas pour maintenant et pour quand. Vous voyez, à quel moment il y aura un déclic ? Parce qu'à la limite, dans 5 ans, vous pouvez y être encore. Je pense pas que ça doit durer 5 ans. Mais non. à la limite, si vous êtes bien chez vous, vous pouvez aussi, si vous voir chez vous, après tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez lui non plus. Oui, tout à fait. Vous voyez, vous vous plaisez chez vous, Tout à fait. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai j'ai pas été heureuse dans ma vie, quoi. Oui, mais ça, à la limite, Jacqueline, justement, ça, vous pouvez pas non plus lui en faire le reproche. Comme dit Osiris, il faut que vous soyez enfin heureuse. Donc ça, laissez le passé au passé, Oui, vous n'avez pas été heureuse dans votre vie et justement, aujourd'hui, il y a une chance de l'être. Vous retrouvez cet amour qui a tellement compté pour vous. Lui est aussi amoureux de vous. Donc, ne regardez pas trop avec les lunettes du passé en disant vous allez être à nouveau malheureuse. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est pas lié à vous, mais lié à son veuvage, qui est quand même encore récent. Et comme dit Cathy, il faut laisser l'histoire se dérouler simplement. Il y a Brigitte qui dit peut-être effectivement simplement besoin de temps. Et pouvez-vous le lui accorder ? Vous voyez, plutôt que de vous torturer et de vous dire, après tout, vous voyez chez vous, vous êtes bien chez vous, et puis vous verrez bien. Voilà. Alors vous me conseillez justement d'avoir un peu de patience et puis d'attendre un petit peu. Écoutez, oui, parce qu'après tout, pourquoi gâcher le temps présent, ces moments de bonheur, ces moments de joie qui vous sont donnés, en vous projetant dans l'avenir. Vous gâchez le moment présent. Je veux pas le décevoir, je veux pas aller trop vite, je voudrais pas. Justement, c'est à vous-même aussi que vous faites du mal. Oui. En anticipant l'avenir, justement en vous disant, comme vous n'avez pas été heureuse dans votre vie conjugale, vous avez peur peut-être d'être à nouveau malheureuse. Non, pas avec lui. Pense pas. Alors faites-vous confiance et puis vivez vraiment ces moments qui vous sont donnés. Quand on est ensemble, et vous verrez bien. On est très, très, très bien ensemble. Alors profitez de ça. Super. Alors écoutez, n'allez pas trop vite. Je me suis jamais sentie comme ça. Alors profitez. Profitez de ça. Alors c'est... Écoutez, c'est un cadeau de la vie là qui vous est offert. Profitez-en enfin. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment... écoutez, c'est une bonne chose, c'est une chance là, c'est profitez comme dit Osiris et soyez heureuse, hein, voilà. Là, arriver à cet âge-là et ressentir un amour si fort comme ça. Voilà, c'est comme quoi le bonheur peut arriver à tout moment. Il faut savoir le saisir et pas le gâcher, hein, justement. Voilà. J'ai cru que ça allait m'arriver. Voilà. Profitez-en bien. Voilà. Savourez-le. Merci de votre appel. Un petit message de Katou pour Pierre, le premier auditeur qui nous parlait de cette relation avec ce jeune homme de 19 ans et qui a trouvé beaucoup de gentillesse et de pudeur chez Pierre. Elle dit: j'étais beaucoup émue et absolument pas choquée de son histoire et je voulais lui souhaiter bonne chance pour la suite.
On accueille maintenant Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nathalie. Voilà, je vous appelle ce soir pour essayer de venir en aide à ma fille qui a 14 ans. Oui. Donc grâce à vos conseils et puis aussi éventuellement à des témoignages d'auditeurs. Oui. Alors voilà, donc ma fille depuis 2 ans fait des grosses crises d'angoisse qui se sont manifestées pour la première fois au collège. D'accord. Après, en 6e, à la fin du premier trimestre. Tout allait bien jusqu'à présent, enfin jusqu'à là, et bon, il y avait quand même un terrain anxieux, je dirais. Et effectivement, sa première grosse crise d'angoisse s'est passée au collège. Donc de là, s'est ensuivie une grosse phobie scolaire. Donc avec une déscolarisation. Pourtant, on a lutté pour essayer de ne pas en arriver là, mais ça n'a pas été possible. Bon, elle est restée longtemps déscolarisée ? Elle est toujours déscolarisée du collège, mais elle est accueillie dans une structure parallèle qui accueille des enfants qui ne vont plus au collège ou au lycée, mais bon, je dirais pour des motifs autres, ce sont des enfants surtout qui ont de la violence en eux, qui sont en opposition avec tout système d'autorité ou d'école. Il n'y a pas vraiment de phobie scolaire comme elle a, donc c'est une petite structure qui est donc encadrée par des éducateurs, où elle suit des cours par le CNED, donc c'est très bien parce que ça lui a permis effectivement de ne pas être totalement coupée de la société. Oui, c'est important, où elle garde contact avec les autres enfants et où elle suit des cours quand même, et voilà, où elle n'est pas qu'avec vous uniquement. Par contre, ça s'est pas fait immédiatement, ça a été très très difficile parce que là aussi, la 6e, elle a fini à la maison avec les cours qui étaient donnés par ses copines, avec l'aide de professeurs qui venaient à la maison. Donc, elle a validé sa 6e comme ça. Oui. Et à la rentrée en 5e, donc où elle devait aller dans cette structure, ça a été quasi impossible, pareil, quoi, parce que comme face à tout changement, elle a très très peur. Et donc à ce moment-là, on l'a fait hospitaliser pendant 3 semaines, donc en unité psychiatrique. Bon. Avant ça, elle avait eu évidemment un suivi. Pour adolescents, donc elle était dans une unité spécialisée. Oui, spécialisée, oui. Bon, avant ça, évidemment, je l'avais donc orientée vers le CMPEA, où elle a été vue par un psychiatre, par une psychologue qui lui a fait un bilan psychologique qui n'a rien révélé, enfin qui n'a pas révélé en tout cas de maladie psychotique. Elle a commencé une thérapie, donc elle avait 11 ans et demi, avec une psychologue avec qui elle n'a pas accroché, donc ça a été un échec, elle a arrêté. Elle n'arrivait pas à parler. Donc bon, après, pour en revenir début de 5e, donc impossible d'aller dans cette structure, donc on l'a hospitalisée, pensant que peut-être le bilan psychologique était passé à côté de quelque chose. Donc elle est restée 3 semaines donc hospitalisée chez les adolescents. Ça a été très très douloureux pour elle. Elle en conserve un souvenir vraiment très très difficile. Qu'est-ce qui était douloureux ? Qu'est-ce qu'elle a ressenti ? La séparation. Mais il y a de ça dans la phobie scolaire. Enfin, ce qu'on appelle dans la phobie scolaire, on voit de plus en plus, mais derrière ça, il y a une angoisse de séparation terrible. J'ai oublié de vous dire, elle nous écoute. Ah, écoutez, je l'embrasse alors. Oui. Voilà, donc... elle veille tard, cette jeune fille. Parce qu'en ce moment, elle n'est pas bien du tout. Elle est angoissée, elle a du mal à dormir. Voilà, elle a des grosses crises d'angoisse qui l'empêchent de dormir. Et puis après, elle finit par s'endormir. Donc là, elle est totalement décalée. Oui, donc elle a du mal à trouver le sommeil le soir. Oui, effectivement. Elle a du mal à trouver le sommeil. Donc là, en ce moment, elle est avec vous ? Alors, en ce moment, elle est dans sa chambre parce qu'elle nous écoute, mais elle est avec moi et voilà. Et qu'est-ce qu'elle en dit alors que vous appeliez pour parler d'elle ? On en a parlé hier soir déjà, je lui avais posé la question, elle ne savait pas trop. Mais là, ce soir, la voyant encore très mal, je me suis dit tant pis, je le fais sans lui demander son avis. Et donc, j'ai été lui annoncer... pas forcément très contente. Je lui ai annoncé dans sa chambre. Bon, j'ai eu l'impression que ça lui a relancé un peu sa crise d'angoisse. Oui, certainement. Ça doit un peu l'angoisser quand on parle d'elle. Mais par contre... on ne va pas donner son prénom et rien qui permette de l'identifier, de toute façon. Contre, je pense qu'elle a vraiment une envie incroyable de s'en sortir, parce qu'elle en souffre beaucoup, donc je pense... Oui, mais on en sort de tout ça. Oui, voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que, au départ, quand sa phobie scolaire s'est déclenchée, en 15 jours, elle sortait plus de la maison. Donc coupée de tout. Donc il y a eu tout ce cheminement grâce à l'hospitalisation, à la structure où elle va et tout. Et ça fait 6 mois où elle était
super bien. Plus de crise d'angoisse, Oui. une vie sociale normale de vraie adolescente avec des copines, des sorties à la plage, enfin des boutiques, tout. Enfin, vraiment une vie normale, quoi, comme si de rien n'était. Donc, Bon, bah ça, c'est c'était formidable. vraiment Ça veut dire. très très Oui, bien. Donc oui. très contente. Alors ça, c'était suite parce que Le cheminement des 2 ans, je dirais, hein, ça a été, voilà. Après, elle a pas de thérapie depuis. Elle a toujours un suivi thérapeutique psychiatrique par le chef de service où elle a été hospitalisée. oui, mais cette vraiment cette nette amélioration quand elle allait vraiment bien là, hein, Oui. qu'elle avait retrouvé une vie sociale, des copines et autres, c'était après qu'elle ait été dans cet institut là. Bien après, hein, plus d'1 an après. Hein. Oui, d'accord, Plus mais ça plus avait d'un bien an porté après. ses fruits. C'était C'est-à-dire que ça a porté ses fruits dans le sens où elle a pu partir, aller après l'hospitalisation, elle a pu repartir dans la structure donc qui l'accueille pour les cours. Mais je sais pas si elle veut intervenir ou pas, mais je crois pas. Mais je pense aussi que elle a tellement peur de repartir en hospitalisation que je crois que là elle a tout fait pour pas y aller, et donc la condition. Et pourtant, elle était séparée aussi de vous quand elle était dans cet institut, où elle rentrait le soir. Ah non, ça a été vraiment séparation avec visite interdite. Et pourquoi alors elle a plus mal vécu l'hospitalisation que dans l'institut, la séparation? Parce que là, c'était vraiment déjà ça lui a été imposé. Ça lui a été imposé par surprise parce qu'on ne lui a absolument pas dit quoi. Ah donc, oui, d'accord. Non, ils n'ont pas voulu lui dire. Donc le matin, elle est allée au rendez-vous avec sa psychomotricienne et de là, ils l'ont gardée en hospitalisation. Donc elle a complètement, ça lui a été imposé et elle a découvert là. Donc ça a été très très difficile. Hein. Et puis c'était une séparation, totale. Jour et nuit, alors que là où elle va en cours, elle part le matin, elle rentre le soir. Donc c'est comme si elle allait au collège. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, elle rentrait le soir. D'accord, c'était tout à fait différent. Là, c'est complètement différent, oui. Mm-hmm. Et donc, étant donné qu'elle allait beaucoup mieux, puis elle en a vraiment assez d'être. Elle a vraiment envie de repartir au collège avec ses copines. Donc une vraie structure. Voilà, donc c'est prévu pour la rentrée en septembre. Oui. Donc on a pensé avec elle, avec son psychiatre et puis avec tous les gens qui l'entourent que ça serait bien peut-être de faire 1 ou 2 cours d'essai au collège là au mois de juin. Donc il y a 3 semaines, donc en accord avec le chef d'établissement, on a essayé. Enfin, elle a essayé et là, quand elle s'est retrouvée devant la porte du collège, sa phobie était toujours là. A repris de plus belle et depuis ces crises d'angoisse reprennent le pas sur sa vie, hein. Donc elle en a de plus en plus et quotidiennement et là ça commence à nouveau à l'empêcher d'avoir une vie normale. Là elle est enfermée dans sa chambre depuis 2 jours, elle a très envie d'aller avec ses amis mais elle n'y arrive pas parce qu'elle a peur de faire une crise d'angoisse dehors. Alors, il y a une thérapie qui est prévue donc là dans un autre centre à la rentrée. Parce que là, on espère qu'effectivement, ça lui fera du bien. Parce que la thérapie qu'elle avait essayée, elle-même le dit, pour elle, ça ne marche pas, elle n'arrive pas à parler. Elle répond aux questions par oui, non et je sais pas, ça revient très souvent. Elle dit je ne sais pas. Je ne sais pas, elle n'arrive pas, elle sait pas pourquoi elle est comme ça, elle n'arrive pas, à mettre des mots sur. Même avec vous ? Même avec moi. Alors par contre, elle parle très très facilement de ses angoisses. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Enfin, elle les raconte. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Qu'elle est très malheureuse et qu'elle n'en peut plus d'être comme ça. Elle n'en peut plus. Mais ça se manifeste comment ? Ces pensées quand elle a du mal à dormir, elle pense à quoi ? Une boule dans la gorge. Oui, ça c'est les manifestations de l'angoisse. C'est ce qu'elle ressent physiquement. Mais elle a peut-être des pensées qui lui trottent dans la tête. Oui. Alors ces pensées, bien sûr, c'est des craintes sur l'avenir, quoi. Bon, après, moi, j'avoue que ça a démarré brutalement à l'entrée en 6e. Après le premier trimestre, non, il y avait déjà eu un. Donc elle a fait un premier trimestre brillant. Et elle n'avait pas de phobie. Non, si, quand même. Elle a toujours eu, en CM1, elle a eu un épisode phobique qui s'était porté sur la cantine et un peu sur l'école, mais bon,
on avait réussi à ce qu'elle soit pas déscolarisée et elle avait réussi à faire ça. Ah, en CM1 déjà. Oui, déjà. Mais même elle-même dit que quand elle était petite, elle se souvient d'être angoissée. Mais elle n'arrivait pas à mettre C'était les une mots, petite fille angoissée. Oui, totalement. Totalement. Voilà. Et à côté de ça, quand elle n'a pas ses angoisses, c'est une enfant qui est mais vraiment pas timide, qui va vers les autres, qui a vraiment qui aime la vie, qui la croque à pleines dents, qui s'éclate. Vous êtes vraiment, angoissée vous-même? Ah ben oui. Pas de la voir comme ça, évidemment. Après, oui, j'ai vu un épisode... avant même. Oui. Oui, mais ça ne prend pas le dessus sur ma vie, je dirais. J'arrive à gérer. Comment vous gérez, vous? Je ris pour pas pleurer. Oui. J'essaie de positiver en me disant que il y a toujours pire dans la vie. Voilà, et je me raccroche à ce qu'il y a de bien parce que malgré tout, la vie est belle. En plus, bon, on est entouré par une famille proche et aimante. On habite une jolie région. Enfin, je veux dire, on a tout pour être heureux, donc je relativise avec ça. Oui, mais quand on dit je ris pour ne pas pleurer, c'est qu'il y a quand même à pleurer. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai que ce soir, moi, j'aimerais éventuellement avoir des témoignages parce qu'en fait, elle n'arrive pas à gérer ses crises. Je vous dis ça parce que, vous savez, l'anxiété, l'angoisse, c'est des choses qui se transmettent aussi beaucoup. Je sais, oui. Je sais. Donc parfois, il faut aussi réfléchir soi-même à ce que... C'est pas du tout pour, vous mettre mal à l'aise ou vous culpabiliser ou quoi que ce soit. On fait ce qu'on peut en tant que parent, mais il y a des choses, vous voyez, qui peut-être dans ces difficultés à se séparer, dans les peurs, il y a des choses qu'on transmet malgré soi. Malgré nous. Aussi, malgré nous, voyez, vous, son père, ou enfin, voyez, dans l'éducation, bon, alors après, il y a des peurs, il y a des choses peut-être qu'elle a rencontrées qui se vivent aussi dans l'entourage, en dehors de vous, parce qu'elle fait d'autres rencontres, mais il y a des choses où peut-être dans l'angoisse de se séparer, il y a celle de l'enfant, et puis il peut y avoir celle de ses parents, parce qu'aussi ça peut être compliqué de se séparer de son enfant, d'accepter qu'il grandisse. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça qui se transmettent. Que moi, consciemment, en toute confiance, moi, je suis heureuse de la voir partir à l'extérieur. Je suis heureuse de la voir épanouie avec ses amis. Je la vois partir en sortie l'après-midi avec une totale confiance, alors qu'elle a des copines de son âge qui n'ont pas de permission de sortir parce que les parents ont pas. Donc moi, en toute confiance, je dirais, moi, je la pousse à aller justement dehors vers les autres, à se débrouiller seule. Mais bon, inconsciemment, apparemment pas. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être d'autres peurs. Mais si vous voulez, l'anxiété, il faudrait qu'elle puisse, à un moment, que votre fille puisse trouver quelqu'un avec qui elle puisse parler de ça. Alors c'est vrai qu'au départ c'est compliqué parce que quand on est angoissé, on a, comme elle le dit, une sensation de boule dans la gorge. Et non, parce que ça, c'est des manifestations physiques surtout. Et puis on se sent mal, on se sent très anxieux, mais tellement mal parfois qu'on sait qu'on est mal. Qu'on est triste, qu'on est malheureux, mais on n'arrive pas à dire pourquoi vraiment. Et que petit à petit, c'est parce qu'on pose des questions, c'est parce qu'on a quelqu'un en face ou le psy qui pose des questions que on va dérouler un peu comme une pelote de laine et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui, parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent en confiance, petit à petit on va parler de soi, de ses peurs, de ses angoisses, et puis finalement en parlant de ses peurs et de ses angoisses, elles vont être moins monstrueuses. C'est comme les petits enfants quand ils ont peur la nuit des monstres ou qu'ils font un cauchemar. Parfois, on leur dit écoute, tu vas me le dessiner ton monstre, et puis le monstre, il paraît que tu as vu dans ton cauchemar, il paraît tout de suite moins effrayant. Les peurs, quand on est un petit peu plus grand, les angoisses, quand on en parle, elles sont tout de suite un peu moins effrayantes, un peu moins angoissantes, alors que sinon elles nous paralysent, au point qu'elles nous paralysent même la langue, comme si on n'arrivait plus à parler.
Et petit à petit, on retrouve la parole et on peut en parler. Et à ce moment-là, elles sont moins envahissantes. Oui. Mais il faut passer ce cap. Ça veut dire qu'il faut un peu s'accrocher. Et ça, c'est quand votre fille dit qu'elle a envie de s'en sortir. Bah oui, bien sûr, parce qu'elle a envie de plus être malheureuse comme ça et d'avoir la vie d'une jeune fille de son âge. Oui, en plus, elle a vraiment goûté à cette vie parce que autant à 11 ans, quand c'est arrivé, je dirais, elle était encore, quoi, petite fille, c'était entre l'école et la maison et puis les activités. Mais là, elle a 14 avec nous, ans. Alors que maintenant, elle a goûté à la vraie vie d'adolescente. Mais c'est très bien. Où elle s'éclate. C'est très bien parce que c'est ce qui va lui permettre aussi, à un moment, de lui donner cette force de surmonter ses peurs. Elle sait qu'elle en est capable. Et qu'à un moment, elle va arriver à aller au-delà de ses peurs. Il va y avoir quelque chose qui va se faire. Il faut aussi qu'elle s'appuie sur cette capacité. Il y a eu ce moment, il y a eu avant la peur, il y a eu après, il y a eu ce moment où, quand elle était dans cet institut avec d'autres, où elle a repris confiance en elle et où elle a pu retrouver le chemin des autres, avoir moins peur des autres, se rendre compte que le monde n'était pas si dangereux qu'elle le pensait. Bon, mais ça, si vous voulez, pour ça, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit bien entourée et qu'elle puisse trouver quelqu'un de confiance. Alors, bon, elle a vu une psychologue avec qui ça s'est pas bien passé, ça peut arriver, ça. Oui, c'est comme dans la vie, il y a des gens avec qui on accroche, des gens avec qui on n'accroche pas. C'est comme quand on va voir son médecin traitant, parfois, parfois on n'a pas le bon contact, il faut voir un autre médecin. Avec les psychologues, c'est pareil, hein. Elle peut trouver quelqu'un avec qui elle se sent pas bien, elle a une tête qui lui revient pas, elle se sent pas bien, elle a pas envie de lui parler, mais elle peut rencontrer quelqu'un avec qui elle se sentira à l'aise et avec qui elle aura envie de parler. Oui. Et donc il ne faut pas qu'elle renonce à ça. Ah non, mais de toute façon, non, c'est prévu pour la rentrée, mais elle est demandeuse aussi, ça c'est sûr. Enfin, elle est demandeuse, bien qu'elle soit pas sûre qu'elle puisse parler, mais bon, en tout cas, elle est demandeuse. Oui, mais au départ, vous savez, même dans les thérapies, parfois, il y a des personnes qui, au départ de leur thérapie, elles font que pleurer. Oui. Parce qu'elles n'arrivent pas au départ à mettre 2 mots, tellement elles sont malheureuses, tellement elles vont pas bien. Puis au départ, c'est qu'il y a lieu de pleurer. Et puis après, une fois que les larmes sont finies, on arrive à mettre des mots. Oui. Voilà, on arrive à parler. Donc parfois, il faut s'accrocher un petit peu. Oui. Et puis les mots finissent par arriver. Mais c'est vrai qu'il faut le dire peut-être aussi, pas hésiter à dire j'ai besoin qu'on m'aide un peu à parler. Oui. Après, c'est vrai que toutes les deux, on parle beaucoup, donc ça c'est bien. Oui, mais on parle pas de la même façon à sa maman qu'à une personne extérieure. Oui. Parce que parfois, justement, une personne extérieure, on peut plus dire des choses qui nous passent par la tête, même des choses un peu bizarres, même vraiment des angoisses, des choses qu'on n'oserait pas dire à ses proches, parce que ses proches, on veut les protéger. Oui, surtout qu'en plus, j'ai eu des paroles malheureuses, parce que c'est vrai que là, j'ai pas... quand j'ai vu qu'elle recommençait à avoir ces crises d'angoisse, et voilà, j'ai pas du tout géré. Je me sentais, j'ai pas réussi. J'ai eu des paroles vraiment très malheureuses que j'ai regrettées en suivant. Donc on en a reparlé. Et donc évidemment, elle voit bien que nous, tout ce qu'on veut, c'est son bonheur et que de pas l'avoir heureuse, forcément, en tant que parent, ça nous fait souffrir aussi. Ça vous fait souffrir, oui. Évidemment. Et donc ça, elle le sait, et je pense que ça lui met une pression supplémentaire. Malheureusement. Oui, mais en même temps, elle aussi aimerait bien. C'est d'abord, avant tout, il est important qu'elle aille mieux. Hein. Oui. Bien sûr que vous n'êtes pas responsable de tout non plus. Enfin, je veux dire, vous voyez, les choses sont plus complexes que ça. Vous dites nous, c'est-à-dire que aussi il y a son père. Comment il réagit Enfin, c'est vrai que lui, c'est pareil. Je dirais qu'il a peut-être pas la... Bon, on est séparés. Il a peut-être pas la patience que j'ai moi vers elle, mais après c'est normal. Une maman, un papa, ça appréhende les choses différemment. Vous êtes séparés depuis combien de temps ? Depuis 2008. D'accord. 5 ans, ça fait 5 ans. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est vrai que lui, il serait plus à essayer de la secouer. Moi, je dirais que quand elle est dans ses crises, j'essaierais plutôt de l'entourer, de l'aider, d'être gentille et à la limite d'être encore plus proche d'elle. Alors que lui, c'est plutôt... comme un homme, allez, secoue-toi, t'écoutes pas, reste pas comme ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il a eu au téléphone et il a fait pleurer parce qu'il a eu ce genre de discours.
comme si elle était responsable de son état, Oui, et comme non. et comme si elle faisait rien pour s'en sortir, alors que le psychiatre qui la suit, enfin, elle est pas en thérapie avec lui, c'est juste un suivi, hein, lui vraiment lui explique. Oui, il explique, et puis lui, ce qu'il voit, c'est tous les progrès qu'elle a fait en 2 ans, qui sont énormes, et lui dit que il faut se permettre aussi d'aller mal, et que c'est pas, voilà, et que ça veut pas dire que c'est un retour à la case départ, non, pas du tout. C'est vrai. Tous les progrès qui ont été faits ont été acquis et ne sont pas perdus, et même si en ce moment elle est dans le creux de la vague, ça veut pas dire que tout ce qui a été fait auparavant est perdu. Donc, non, lui, il y a des moments comme ça de repli, mais bien sûr. Et puis, c'est vrai que dans ces moments-là, ça ne sert à rien de dire secoue-toi. C'est comme si la personne était responsable de son mal-être et et qu'on l'a culpabilisée d'être comme ça. Donc, c'est ces personnes qui ne comprennent pas, qui n'ont pas vécu ça, qui tiennent ce genre de discours. Mais c'est certainement parce que au fond, comme vous dites, Nathalie, c'est que ça l'angoisse un petit peu. Vous voyez, c'est donc il le fait. C'est parce qu'il se sent un peu démuni et que c'est sa façon à lui de réagir. Voilà, il voudrait, en fait, il a envie de bien faire. Et c'est un peu c'est maladroit, mais il a envie de bien faire. C'est-à-dire qu'il voudrait que votre fille réagisse, mais c'est vrai que ça ne sert à rien dans ces cas-là de dire ça. Hein. Il y a Émilie qui dit depuis toute petite, qui nous envoie un mail. Elle dit je suis assaillie par des angoisses journalières qui me gâchent la vie. Je voulais dire que depuis quelques mois, je vois un sophrologue psychologue et pour la première fois, j'ai le sentiment de revivre. C'est possible, alors un très grand courage. Il faut que votre fille trouve le bon thérapeute. Il y a Sandra qui dit je comprends cette jeune fille. J'ai vécu la même chose après mon bac. J'ai dû entamer un travail sur moi pendant des années. 20 ans plus tard, mais j'ai appris à gérer mes angoisses. J'ai un mari charmant, un travail que j'adore. Le chemin a été long, difficile, mais on en sort. L'angoisse s'atténue et même disparaît. C'est parfait. Voilà. Voilà, mais faut garder espoir. Hein. Voilà ce que je lui dis toujours, de toute façon. Mais oui. Que tout ce qui elle est toute jeune. nous rend plus fort. Hein. Donc, mais oui, elle est toute jeune. Voilà, oui. Alors, elle peut garder un tempérament un petit peu anxieux par rapport à d'autres. Voilà. Mais pour autant ne pas. Mais bien sûr, et qui vivent avec, mais sans être submergés par des crises d'angoisse comme elle est actuellement. Voilà. Et puis même, ça se trouve, ne pas après, au contraire, pas du tout anxieuse, ça se trouve. Hein, ça préjuge en rien du tout de l'avenir. Moi, je pense que c'est ce que je lui disais. Après, moi, j'ai pris conscience aussi que je m'angoissais un peu trop pour son avenir parce qu'elle a un parcours atypique et c'est vrai que de nos jours, maintenant, si on n'est pas le premier de la classe, si on n'a pas la bonne orientation, etc., on a peur. Oui, elle a bien le temps de réfléchir à son avenir. Oui. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que vous me demandiez tout à l'heure si j'étais angoissée. C'est vrai que ça m'angoisse, mais bon, j'ai pris conscience il y a quelques jours. D'ailleurs, je lui ai dit que ça servait à rien parce que il y a des gens qui ont des parcours scolaires mais parfaits puis qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui valent rien, et d'autres qui ont des parcours atypiques et qui font quelque chose de leur vie de formidable. Et c'est vrai que le parcours de souffrance qu'elle a pour l'instant, je pense, la rendra plus forte dans l'avenir. C'est fort possible. Oui. Voilà, donc. Bon. Bah écoutez, on l'embrasse cette jeune fille. J'espère qu'elle va trouver le sommeil rapidement alors. Hein. Très bien, je vous remercie pour votre écoute et puis pour les témoignages des 2 auditrices. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Nathalie. Merci, au revoir. Bonsoir. Au revoir, bonne nuit. Cathy dit en tout cas cette jeune fille a de la chance d'avoir une mère aussi attentive. Et puis FX envoie un petit mail pour dire a-t-elle essayé le sport, l'exercice physique parce que ça améliore le rythme cardiaque, ça favorise les échanges et ça stimule la confiance en soi. Oui, c'est vrai que ça peut libérer comme ça un trop plein de stress, donc ça pourrait aussi l'aider. On va accueillir maintenant Odile. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Odile. Je vais faire un petit topo alors en vitesse. Oui. Donc, j'ai 54 ans, je suis remariée depuis 15 ans et tout allait très bien jusqu'à il y a à peu près 1 an ou 2. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu, mais enfin ça allait quand même encore. On a en tout 6 enfants, dont un à nous 2. Et donc, c'est déjà une belle famille. Ah oui, en effet. Et puis en fait, tout l'hiver, mon mari a fait un peu une déprime sans vouloir le reconnaître. Oui.
Ça m'a énervée tout l'hiver, mais j'ai essayé de faire un peu avec. Enfin voilà. Finalement, c'est moi qui ai pris des antidépresseurs au mois de janvier parce que j'avais l'impression de plus voir le bout. Parce que à force de vivre à côté d'un dépressif qui veut pas se l'admettre, c'est pas toujours facile. Bon, enfin, toujours est-il qu'en rentrant d'une soirée il y a 3 mois, j'ai un peu piqué une colère dans la voiture en me disant mais enfin c'est pas possible, je te reconnais plus, t'es tout le temps fatiguée, tu veux voir personne, tu veux tout le temps travailler. Bon, je me suis fâchée, puis là, il s'est fâché aussi, parce que d'habitude, on se dispute très peu. Hein. Et puis, il m'a dit, écoute, c'est tout, c'est pas possible, je suis pas fait pour toi. Enfin, on est ensemble depuis 15 ans. Hein. Tu trouveras quelqu'un de beaucoup mieux. On est pas fait pour vivre ensemble, on n'a rien en commun, etc., etc. Bon, j'ai rien dit, mais enfin, toujours est-il que depuis cette soirée, il est parti pas bien loin, puisqu'il dort au second, juste au-dessus de ma chambre, en fait. Ah bon, d'accord, c'est juste un étage, oui. Donc, je me suis dit, ça va lui passer au bout d'une semaine, il va redescendre. Oui. Après, je lui ai dit, tu redescendrais pas en bas. Après, j'ai fait des stratégies du genre, on peut peut-être changer de lit. Enfin, je sais pas, racheter quelque chose de nouveau. Et puis, en fait, à chaque fois, il me répond, je dors très bien là-haut. Et le reste du temps, il est très gentil. Je veux dire, il est tout à fait normal. Avec les enfants, il est très gentil. À table et tout ça, ça pose pas de soucis. Sauf que le soir, il me dit bonne nuit et il remonte à l'étage du dessus. Et le lendemain matin, quand il se lève, il passe automatiquement dans ma chambre pour aller dans la salle de bain. Il vient m'embrasser le matin et puis c'est tout. Et puis tout se passe bien, sauf qu'il dort à l'étage. Oui. Et je sais pas comment m'en sortir avec ça, parce que je me dis à terme, c'est pas quelque chose de normal. Donc là, il va y avoir les vacances d'été. Je me dis, ça va être à mon avis radical. Soit ça va s'arranger, soit on va pas se retrouver. Je sais pas quoi faire. C'est-à-dire en vacances, vous allez partir dans un lieu où vous allez avoir un lit commun, ou comment? Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu que si on veut, on peut aussi s'arranger comme ça. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Oui, bien sûr, mais ça dépend si vous allez à l'hôtel, si vous allez... Non, c'est son appartement, mais il y a plusieurs chambres, donc je sais pas du tout. Ça dépend ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que c'est pas une question de normal, pas normal, c'est-à-dire qu'à un moment, ça peut vous éloigner l'un de l'autre. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il persiste de la... je veux dire, vous dites que en dehors de ça, il se montre prévenant, il est attentionné vis-à-vis de vous. Enfin, il est tout sauf agressif. Bon. Il est agressif que si je veux rentrer en dialogue, parce que c'est pas un homme de dialogue. J'ai fait aussi des écrits, ça l'énerve, donc j'ose plus trop non plus. Et c'est vrai que... Oui, mais parce que là, ça traduit qu'il est dans un repli. Oui, il est dans un repli. Il est dans quelque chose où, depuis cet hiver, vous dites, il traverse un état assez dépressif. Oui. Et si on suit votre hypothèse de cet état un peu dépressif, ça doit jouer sur sa libido. Et finalement, là, il règle le problème en faisant chambre à part aussi. Mais je me demandais combien de temps ça peut durer, vu que il veut pas voir un psy, rien du tout. Il est en rejet sur tout ça. Je lui ai dit, écoute, parle un peu avec ton docteur. Tu nous fais peut-être une petite déprime. Il dit oui, je veux pas entendre parler de ça, hors de question. Je vais aller voir le docteur. C'est inconcevable, oui. Ah oui, inconcevable, oui. Donc je me disais. Mais les femmes en parlent plus facilement que les hommes. Mais du coup, je me disais. Elles consultent plus, en tout cas, pour dépression. Ça va durer combien de temps, du coup? C'est un peu je comprends. Oui, je vous comprends. Il s'est passé quelque chose qui peut expliquer ça Mais non, je cherche tout le temps, vainement. C'est ce que me dit aussi ma sœur. Bon, c'est quelqu'un de très droit. Je soupçonne pas du tout qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre, ce qui serait d'ailleurs, à mon avis, mieux. Mais comme il n'a pas l'air mieux... Mais non, ça n'a pas l'air... Non, il serait certainement, mieux, alors que là, il va pas bien. Oui, non, il va pas bien, oui. Ouais. Non, il va pas bien. Ouais. On a pas mal d'amis qui s'accordent d'après ce que vous dites. À le dire d'ailleurs aussi. Vos amis aussi. Il veut pas le reconnaître, il n'y a rien à faire.
Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, j'allais dire, est-ce que vous pourriez pas avoir le soutien je sais pas, d'amis, un ami à lui peut-être ou une amie, parce que parfois on entend mieux les choses venant d'un ami ou d'une amie que de son conjoint, vous voyez, parce que surtout un homme peut se sentir un peu atteint dans sa virilité, dans sa fonction masculine où il doit être l'homme. Un peu l'homme sûr. fort, bon. Il est atteint dans cette fonction, c'est sûr. Alors peut-être que vous voyez avec un ami ou une amie, c'est pas la même chose parce qu'il a pas à tenir ce rôle-là. Il peut être davantage, se montrer parfois tel qu'il est avec aussi sa fragilité. Est-ce que vous pourriez, si vous avez justement, puisqu'il y a des amis aussi qui l'ont remarqué, dire, est-ce que quelqu'un pourrait pas dire, quelqu'un dont il est particulièrement proche aussi, peut-être en parler, dire, écoute, j'ai remarqué que tu sens pas aller très bien, et voir si sur ce terrain-là, est-ce qu'il pourrait pas être un relais pour vous, voyez, l'amener à voir déjà au moins son médecin généraliste. Ne parlons pas de psy, mais au moins son médecin généraliste. Il refuse tout. Non, mais peut-être par le biais d'un ami, si un ami pouvait être un peu On a déjà essayé, mais en gros, il dit qu'il réfléchit, que pour le moment, il m'aime plus beaucoup, que ça va peut-être revenir. Il est complètement fermé, enfin, il s'accroche pas à une vie normale, on va dire. Il n'y a que le travail. Donc, il est fatigué. Donc, on n'est plus dans le même registre, en fait. Moi, je suis dans le registre des enfants, de notre vie sociale. Lui, dans le registre de son travail. Je suis fatiguée. Il y a Brigitte qui demande par SMS, a-t-il manifesté un désir de séparation ? Non, pas du tout. Non. Il m'a dit, si tu veux partir, tu pars. Oui, mais il y a un côté résigné, comme si effectivement il n'avait pas l'énergie de se battre. Il met toute son énergie dans le travail, c'est-à-dire qu'il assure sa fonction de ramener l'argent, mais comme si toute son énergie elle ne pouvait plus aller que là et que le reste il pouvait plus, quoi. Ben oui, mais et en même temps, c'est une fuite en avant. Il faut peut-être à un moment le prendre entre quatre yeux, c'est pas en lui laissant peut-être voir des mots, vous voyez, dire écoute, si on continue comme ça, moi toi tu es à fond dans ton travail, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et laisse-moi t'aider. Sinon, notre couple, alors que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a construit plein de belles choses ensemble, et là, on va finir par s'éloigner. Et j'ai pas envie de ça. Peut-être dites-lui, j'ai pas envie de ça. Il le sait quand même, mais malgré tout... Mais dites-lui quand même, parce qu'il a besoin... S'il est dans un état dépressif, il est en train de se déprécier. Vous voyez, il vous dit par exemple que vous n'avez rien en commun. Alors comme vous dites, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Donc il voit tout en noir, vous voyez, tout est négatif. Lui-même est nul, incapable, il s'autodéprécie. Donc, je vois, parce que comme il travaille beaucoup, je pars beaucoup toute seule avec les enfants, ce qui fait qu'effectivement, on a des vies qui finissent par devenir parallèles. D'habitude, quand je m'en vais avec les enfants, il me dit « profites-en bien ». Et là, curieusement, à Pâques, il m'a dit « bon, pendant ce temps-là, moi, je mets du bois sur le feu ». J'ai dit « aïe ». D'habitude, il est toujours heureux pour nous. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un changement d'attitude qui m'a rendu... Oui. Mais parce que il est pas heureux, mais c'est pas à cause de vous, c'est à cause de cette dépression qui fait que vous n'avez pas le même homme en face de vous. C'est lié à cet état dépressif certainement, et si cet état dépressif se dissipant, vous retrouveriez le même homme. Voyez, mais ça, il faudrait qu'il accepte de l'aide. Déjà de l'aide médicamenteuse et puis peut-être un peu des séances de psychothérapie. Parce que sinon, je comprends, c'est très déprimant aussi pour vous, de vivre auprès de quelqu'un, qui traverse cette phase-là et qui refuse cet état. Mais c'est assez fréquent. C'est vrai que on rencontre plus, on dit, il y a plus de femmes qui consultent pour dépression parce qu'effectivement, elles n'hésitent pas à les consulter. Alors que les hommes, souvent, noient leur dépression à travers des problèmes d'alcool ou les hommes vont moins consulter en disant je me sens pas bien, je me sens déprimée, comme si c'était déshonorant. Oui, alors je sais pas si je me suis même dit à la limite, si tout va bien, est-ce qu'il faut vivre comme ça maintenant ou est-ce que c'est possible? Je me demandais, est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça
d'un commun accord. Il y a des gens qui vivent comme ça d'un commun accord et qui effectivement non plus ne font plus l'amour ensemble et qui restent sous le même toit, qui ont un accord où chacun a une vie amoureuse, sexuelle à l'extérieur. Oui, tout se voit dans les conceptions de couple, mais après, ce qui est important, c'est ce que vous envisagez pour vous. Vous voyez, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous. Donc il faut que vous en parliez avec lui en disant ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Mais en restant quand même assez constructive, en vous disant que lui a une vision actuellement très déformée des choses et qu'il est dans une perspective négative, mais qui n'est pas contre vous. C'est pas contre vous. Non, c'est parce que c'est le fait qu'il soit dans cet état-là qui lui fait considérer les choses tout en négatif. Donc c'est difficile pour vous parce qu'il faut presque être porteuse d'espoir en l'avenir pour deux, voyez, là. Mais appuyez-vous peut-être sur un ami quand même. Bon courage, Odile, parce que c'est pas facile. Au revoir. D'accord, oui. Au revoir. Au revoir.